J'ai reçu toutes vos choses, là, je vous remercie beaucoup. Donc, vous êtes en congé aujourd'hui? Moi, je travaille juste 2 jours par semaine C'est maintenant, ça, c'est ça, vous jeudi et m'aviez vendredi, dit. parce que à 81 ans, là, ça. Ah, OK, vous avez 4. OK, parce que là, je regardais votre date de graduation, puis je me comparais, là, j'avais prévu 72 ou 73. J'aime ça, 2 jours comme ça, c'est facile, puis 5 jours de congé ensuite. OK, OK. Ah, ça veut dire que vous avez encore la flamme, j'imagine? Oui, oui. Ah, En c'est fait, super. la flamme pour voir des patients compliqués, OK. parce que maintenant, c'est ce que je vois seulement ça, là, des schizophrénies réfractaires. Bienvenue à La santé au-delà des mots, un rendez-vous avec des gens passionnés du réseau de la santé. Votre hôte, Jean-Pierre Gagné, lui-même médecin, vous fera partager sa passion pour le domaine et vous fera découvrir une foule d'invités et d'acteurs clés du réseau. Voici votre hôte, le Dr Jean-Pierre Gagné. Bonne écoute! Cette semaine, je reçois Dr Pierre Lalondre, psychiatre, professeur émérite à l'Université de Montréal. Dr Lalonde a été au cœur de l'incident qui a secoué l'Association des médecins psychiatres du Québec il y a quelques mois. Il devait en effet présenter, dans le cadre d'une session du congrès annuel portant sur le racisme systémique, une conférence à contre-courant proposant plutôt la thèse d'une compassion systémique. Suite à des pressions de membres de l'association, la conférence a été annulée. J'ai d'ailleurs reçu Dr Cécile Rousseau à cet effet il y a quelques semaines. Au cours de l'entretien aujourd'hui, je discute avec Dr Lalonde des événements entourant le congrès, mais aussi du concept plus large de race, des enjeux de racisme systémique et du concept de préjugés. Bonne écoute. Bon matin, Dr Lalonde. Bonjour, bonjour. Bienvenue, merci de vous prêter à l'exercice du balado « La santé au-delà des mots ». Avant de tomber dans le vif du sujet, ce matin, où on va parler beaucoup du concept de racisme systémique, on va revenir également sur certains incidents qui ont secoué l'Association des médecins psychiatres du Québec cette année. Je voudrais revenir quand même sur votre carrière. Avant qu'on commence l'entrevue, tout à l'heure, vous m'avez confié votre âge et je dois dire que j'ai été impressionné. Et vous êtes notamment professeur émérite à la faculté de médecine de l'Université de Montréal, mais vous avez avant tout été fondateur ou l'instigateur d'un programme de dépistage précoce de la schizophrénie, si on pouvait le dire comme ça un peu. Le programme Jeunes adultes, c'est ça. Entre parenthèses, schizophrénie, mais on n'osait pas tellement mentionner le mot schizophrénie parce que ça pouvait être rebutant. Donc, effectivement, en 88, j'avais fondé avec une petite équipe une première en français dans le monde. C'est un programme de détection précoce et d'intervention bio-psychosociale, évidemment, auprès des jeunes et de leurs familles qui commençaient un épisode schizophrénique. Okay. Donc, en 88, on était les premiers au monde en français. Il y en avait déjà en Angleterre, en Australie, aux États-Unis. Mais maintenant, ça a rayonné partout au Québec. Il y en a une vingtaine de cliniques de premiers épisodes. C'est même valorisé par le ministre de la Santé. OK. Puis à l'époque, votre financement, là, simplement, parce que j'imagine que... c'était du personnel de l'hôpital, tout simplement. C'est bénévole? On avait eu une chance. On n'était pas les seuls. C'est que ce qui était populaire à ce moment-là, c'était la psychiatrie dans la communauté. Donc, l'hôpital nous payait un local, des bureaux
dans un immeuble où il y avait des assureurs puis des compagnies diverses de Montréal. Donc, c'est un lieu anonyme à côté d'une station de métro. Donc, les patients pouvaient se rendre facilement. OK. Le loyer était payé par l'hôpital et les salaires des employés, infirmières, ergothérapeutes, etc., c'était aussi payé par l'hôpital. D'accord. Puis, qu'est-ce qui vous a attiré vers le soin de cette clientèle-là ou en début de carrière? Mais en fait, ce n'était pas en début de carrière, mais c'était... Ouais, j'ai fait la psychiatrie générale pendant des années, ce qui était fort intéressant. J'ai été assisté de la santé à Prévost, puis à ce qu'on appelait Louis H. Fontaine à l'époque. La psychiatrie générale, le problème, c'est qu'on ne peut pas faire de recherche parce que la population qu'on soigne est trop diversifiée. Donc, faire une clinique spécialisée, c'était aussi une nouveauté au Québec, centrée sur les gens en début de schizophrénie, ce qui fait qu'on accumule une cohorte rapidement d'une population assez homogène sur laquelle c'est possible de faire des projets de recherche. Donc, il y avait ça. Et il y a aussi que c'est la maladie la plus compliquée. Tout à fait. Pour comprendre le cerveau, comprendre ce qui se passe dans le cerveau d'un schizophrène, quand j'utilise le mot schizophrène, là, ce n'est pas un discrédit. Okay. C'est pas personne souffrant de schizophrénie, comme il faudrait dire maintenant, là. Mm-hmm. Donc, schizophrènes, je sais qu'ils sont pas justes. Schizophrènes sont aussi bien d'autres caractéristiques. Mm-hmm. Donc, cette maladie-là, c'est la plus complexe. Comprendre ce qui se passe dans le fonctionnement cérébral d'un schizophrène, ça permet de comprendre comment est-ce qu'on peut être fragile dans notre cerveau et comment c'est merveilleux qu'on ait habituellement, pour la majorité des gens, des cerveaux qui fonctionnent bien. Mm-hmm. Quand même. Alors, puis dites-moi, juste pour nos auditeurs non médecins, là, en 2022, qu'est-ce qu'est la schizophrénie, là? Ça aurait pu être la première question. Non. La schizophrénie, c'est une maladie du cerveau. Je me souviens que j'avais aussi été invité en Europe pour faire la promotion de ces cliniques pour les épisodes, puis je faisais des conférences à ce moment-là. Puis je commençais souvent mes conférences en disant, la schizophrénie, c'est une maladie du cerveau. En fait, il n'y a personne qui pense que c'est une maladie des poumons ou de la prostate. Mm-hmm. Parce que beaucoup de gens pensaient que c'était une maladie mentale, que c'était pas localisé nulle part. Donc, à ce moment-là, la schizophrénie, ça se manifeste par des erreurs de fonctionnement du cerveau, principalement des hallucinations auditives, entendre des voix, c'est le plus fréquent. Alors, une personne qui fait des commentaires, tiens, regardons ça, il se lève, il va aller manger, il est parti à la toilette. Donc, entendre un commentaire comme ça, c'est fréquent. Deuxièmement, un délire. Le plus fréquent, c'est paranoïde, se sentir menacé, harcelé, poursuivi. L'incohérence du comportement, parce que le comportement s'ajuste au délire, puis s'il dit qu'il y a du danger, la personne peut se sauver ou vouloir se défendre. L'incohérence du langage. Notre langage est organisé par nos lobes frontaux. Donc, s'il y a une dysfonction frontale, une hypofrontalité, ça fait que les mots sont corrects, mais le vocabulaire est mal agencé. Ça fait des phrases incompréhensibles. Okay. Ça, c'est dans la phase aiguë. Avec un traitement, tout ça disparaît assez aisément. OK. Alors, après cette brève introduction, on va tomber un peu dans le bref, ou disons dans le point chaud de notre sujet, là, qui revient un peu. Moi, j'ai entendu parler de vous au printemps. Votre congrès de psychiatrie a été dans les médias, ce qui est chose rare. Donc, il y avait une conférence qui était sur le racisme systémique, présidée par Dr. Cécile Rousseau, que j'ai eu en entrevue aussi, là, que les auditeurs pourront retrouver sur le site web. Une entrevue qui portait sur ou plutôt une conférence qui portait sur le racisme systémique, puis chose plutôt rare et surprenante lorsqu'on considère votre expérience, votre curriculum vitae. Votre conférence a été annulée, donc suite à des pressions des membres. Est-ce que je résume bien le... Oui, vous résumez bien. En fait, pour compléter un peu, je fais partie de l'organisation du Congrès des psychiatres depuis des années, là. Donc, on choisit des propositions de conférences qui nous sont envoyées par les psychiatres. D'habitude, on en choisit la plupart. Il y en a très peu qu'on rejette. Mm-hmm. Il y en avait une qui était présentée sur le thème suivant. Comme il est évident qu'il y a du racisme systémique dans notre système de soins psychiatriques, nous allons faire une enquête pour vous aider à le reconnaître et à le corriger. Mm-hmm. Bon, moi, j'ai dit, c'est évident. C'est peut-être pas si sûr que ça. Je vous ai aussi parlé de la bienveillance systémique. Ça avait été accepté initialement. Mais ensuite, il y a un groupe de psychiatres qui ont écrit une lettre à mon association en disant
Lalonde, il connaît rien à ça. Puis surtout, il est associé avec un monsieur qui s'appelle Philippe Lorange, qui est un raciste fini. On veut pas les entendre. Donc, sur la pression de cette tête-là, la MPQ, la présidente m'a appelé. Je veux dire, Pierre, on se tutoie là parce qu'on se connaît. Mm-hmm. On annule ta conférence. Parce que c'est pas la place pour faire ça. Mm-hmm. Parce qu'il faut d'abord mentionner qu'il y a du racisme systémique, puis qu'il faut le reconnaître. Mm-hmm. Et donc, vous auriez été victime un peu de cancel culture, si on veut, ou à l'avant? Préventif ou? C'est comme ça que ça s'appelle maintenant, effectivement. Mm-hmm. Donc, le cancel culture, ça vient souvent que certaines personnes, dans des cours comme à Ottawa, par exemple, ou ailleurs, là, il y en a eu, il y a un groupe d'étudiants, parfois un seul, comme à Radio-Canada, là, qui se manifeste en disant « Je ne veux pas entendre ça ». Puis là, à Ottawa, ben, le recteur Frémont a dit « Ben, Madame Verouchka, on s'en va ». Mm-hmm. Sans vérifier ce qu'ils avaient à dire. Donc, c'est ça qu'on a appelé la cancel culture. Vous voyez que ça ressemble beaucoup à ça, ce qui s'est passé pour moi. Et pour Philippe Lorange aussi. Dites-moi, vous qui êtes un scientifique, un chercheur, un spécialiste, là, notamment de la schizophrénie, comme vous en avez fait mention il y a quelques minutes, qu'est-ce que vous aviez l'intention de dire à cette conférence qui aurait pu faire peur à vos collègues psychiatres, qui étaient des centaines, qui sont tous des scientifiques? Ils sont tous des scientifiques, mais en fait, on m'accusait de ne pas être scientifique, tandis que eux avaient beaucoup de preuves qu'il y avait du racisme. Bon, c'est vrai qu'ils citent une série d'articles sur le sujet, là, je ne conteste pas. Mais tout ce que je veux dire, c'est que le racisme, c'est pas si prouvé que ça dans notre système de soins. Même s'il peut y en avoir ailleurs, aux États-Unis, c'est bien connu, il y avait la cause du monsieur qui avait été étranglé par la police, là, George Floyd. George Floyd, c'est ça. Puis ça en passe aussi ailleurs aux États-Unis. Donc, on importe ce modèle-là, on dit que c'est comme ça au Québec. Non, je pense pas que c'est comme ça. Et en fait, tout ce que je veux dire, c'est, je pense qu'au Québec, il y a de la bienveillance systémique dans notre système de soins. Puisque ça n'a pas voulu être entendu. Pour quelle raison, selon vous? Vous, c'est plus le propos, le fait que vous alliez un peu discréditer la thèse ou le fait d'être accompagné par Philippe Lorange ou un doux mélange des deux? Le fait d'être accompagné par Philippe Lorange, qui était considéré comme un raciste, alors que d'autres le considèrent comme le plus brillant, un des plus brillants jeunes intellectuels du Québec. Là. Mm-hmm. Donc, c'est sûr qu'il exprime ses opinions intensément. Mm. Donc, il y avait ça. Il y avait que maintenant, il y a une tentative de promotion de l'existence du racisme systémique. Même notre collège des médecins, le président dit faut bannir le racisme systémique dans le collège des médecins, dans la profession médicale. Je ne sais pas comment est-ce qu'il est arrivé à cette conclusion-là. Donc, il y a une tendance à vouloir faire la promotion, si je peux dire, de ce concept-là, qui ne m'apparaît pas si justifié. Puis, un autre aspect aussi, dans le contexte universitaire un peu partout, c'est ce qu'on appelle l'EDI, là. EDI, c'est équité, diversité, inclusion. Donc, comme s'il y avait beaucoup de communautés, autres que les Blancs, évidemment, là, qui ne sont pas inclus facilement à cause de leur diversité. Donc, moi, je suis d'accord avec le principe EDI, mais la façon qu'on en fait la promotion, je trouve que c'est un peu trop radical et imposé, parce qu'il n'y a pas que ça à considérer. Mm-hmm. Donc, je voulais apporter des nuances, c'est ça. En résumé, c'est ça. Le commentaire que j'avais fait à Dr. Rousseau en entrevue, c'est que disons qu'on accueille Philippe Lorange, là, puis on prend pour acquis qu'il est raciste, qu'il le soit ou non, puis on vous accueille. Ce que j'ai dit à Dr. Rousseau, c'est que une assemblée de 300 scientifiques, c'est le meilleur endroit pour affronter un individu qui a des propos radicaux, parce que vous auriez pu le débattre complètement. Donc, ce qui m'avait surpris, c'est au-delà du débat sur l'existence ou non du racisme, moi, ça fait quelques mois que je réfléchis à tout cela, là, via notamment mes balados, mais certains incidents qu'on a eus, nous aussi, à l'association. C'est le refus de tenir le débat ou d'en discuter. Moi, ça m'apparaît
beaucoup plus, pas beaucoup plus, mais très dangereux à long terme. Là, C'est inquiétant parce que Cécile Rousseau, qui était la présidente du Congrès, puis c'est mon ami, Cécile Rousseau, là, on a des opinions différentes, mais je la considère beaucoup, c'est une grande scientifique, c'est une personne qui est capable d'apporter ses arguments. Elle était désolée. Enfin, en premier temps, elle avait volontiers accepté que je sois là. Quand le CA de notre association de psychiatres a dit il n'y a pas d'affaire là, Cécile s'est excusée en disant j'ai fait erreur. Pierre, je m'excuse de t'avoir accepté, j'aurais pas dû. C'est des choses que je comprends pas vraiment parce qu'effectivement, avoir eu un débat, une discussion que j'ai eu avec quelques individus séparément par la suite, ça a bien été. Mais ce qu'on m'a mentionné, un concept que je comprends pas trop, c'est qu'on n'était pas capable d'assurer un safe space, un espace sécuritaire pour discuter de ce sujet-là lors du congrès. Parce qu'assurément, ça soulève des discussions intenses, passionnées. Bon, on aurait pu un peu en parler fort, effectivement, au congrès des psychiatres, mais on se serait pas battu. Je pense pas qu'il n'y aurait pas eu de coup, on aurait pu en discuter. Donc, ça n'a jamais eu lieu. Non. Est-ce que les Québécois, individuellement, sont racistes, selon vous? Ou est-ce qu'on peut répondre à une question comme ça, compte tenu de la diversité de nos concitoyens? Ben, les Québécois, ça vient de ce qui est survenu pour Joyce Equachan. Ça a été vraiment pas le seul, c'était un moteur majeur. Là. Je suis offensé par ce qui est arrivé à Joyce Equachan. C'est inacceptable, ce mauvais traitement. Mais ce qu'on a fait pour Joyce Equachan, ça pourrait être la même chose pour n'importe quel autre individu, ça aurait été tout autant inacceptable. Donc, le fait qu'on ait dit, c'est parce que c'est une autochtone, et qu'on ait, le mot que j'utilise, c'est peut-être mal lu, c'est récupérer ça. Pour en faire une attaque contre une autochtone, c'est ça que j'aime pas. Donc, il y a aussi un terme qu'on utilise maintenant, instrumentalisation. Donc, c'est comme si un débat sur un sujet, on le focusait, on centralisait sur un aspect. Bon. En fait, vous savez qu'à Joliette, il y avait eu ensuite des cours pour éviter ce racisme-là, qu'il y a eu 2 infirmières qui ont été aussi limogées ensuite par erreur, parce qu'elles avaient essayé d'appliquer ces cours-là de bienveillance. Là. Bon, ce que je pense, c'est que quand on centre ça sur Joyce Equachan comme étant une autochtone, c'est qu'on dirait qu'il n'y a que les autochtones qui sont mal soignés. En psychiatrie, puis j'imagine que c'est dans d'autres secteurs aussi, en psychiatrie, les patients qui sont rebutants, c'est des patients qui ont ce qu'on appelle un trouble de personnalité. C'est vrai que c'est difficile, ces patients-là. Puis il y a un terme un peu discréditant que j'entends parfois. C'est un TP, trouble de personnalité. C'est dévalorisant de dire ça comme ça. Ou bien, une autre catégorie, c'est les gens qui abusent de drogue, qui reviennent à répétition. C'est un toxicomane. L'affaire, c'est que, qu'on soit toxicomane ou TP ou amérindienne, autochtone, on n'est pas que ça. On est aussi intelligent ou moins intelligent, coopérant ou moins coopérant, honnête ou fraudeur. Donc, le fait de résumer ça à un aspect de la personne, comme si les mauvais traitements de Joyce Equachan étaient une attaque autochtone contre les autochtones, c'est ça l'abus, je pense. Donc, les Québécois, non, ne sont pas racistes, mais ils peuvent avoir de la difficulté avec certaines catégories de personnes. Vous êtes sûrement au fait de la théorie ou du concept de fragilité blanche. Donc, les tenants de cette théorie-là prétendent que finalement, tous les Blancs sont racistes, mais finalement sans s'en rendre compte. Là. Donc, que répondez-vous à ça? Ben, j'ai écouté l'entrevue que vous avez faite avec Cécile Rousseau. Donc, elle a bien décrit 3 niveaux de racisme, que je résume très brièvement. Là, je vous laisse écouter l'entrevue de Cécile. Elle parle du racisme direct. Donc, c'est par exemple de frapper une femme voilée dans la rue ou d'insulter un noir parce qu'il est noir. Ça, c'est du racisme. Ça, c'est répréhensible, assurément. Elle appelle aussi un deuxième niveau le racisme impulsif, qui consiste, par exemple, à demander à une femme noire d'ouvrir son sac ou d'interpeller
un homme noir qui conduit un véhicule de luxe, comme s'il n'avait pas le droit. Bon, ça, peut-être, ça existe assurément. Mais son troisième niveau, ça, je le trouve beaucoup plus controversé. Elle appelle ça le racisme ambigu. Le racisme ambigu, c'est, d'après elle, des attitudes, des regards qui font que l'autre se sent mal. Elle utilise un terme, on dit ces gens-là, pour parler, par exemple, des Noirs. Bon. Mais moi, si je parle des gens de Westmount, à Montréal, Westmount, c'est une cité, une partie de la ville qui est riche, là. Alors, si je disais des gens de Westmount, ces gens-là, est-ce que je serais raciste? C'est une majorité de blancs, anglophones. Ou si je dis ces gens-là en parlant des gens de la Beauce, qui sont des gens productifs et industrieux. Donc, ces gens-là, ce n'est pas du racisme, malgré ce qu'en dit Cécile Rousseau. Je ne sais pas si je peux oser utiliser le mot haine pour parler de racisme. Certainement. Bon, je parlais de l'exemple de lieutenant Duval à Ottawa. On en a fait le cas lieutenant Duval, mais c'est le cas Frémont qui l'a refusé, qui l'a exclu des professeurs. À Radio-Canada aussi, quand il y a eu une personne noire qui a dit « j'ai pas aimé entendre le mot « nègre » dans le titre du livre de Vallière, là, puis que Radio-Canada s'est excusé. Bon, moi, ce que je trouve, c'est que quand il y a des débats comme ça, c'est un peu comme une insulte à la majorité des Noirs, comme si les Noirs n'étaient pas capables de saisir qu'il y a une différence entre un mot utilisé comme une insulte, ce qui est répréhensible assurément, et un mot qui est une notion sociologique. J'ai un bon ami qui est décédé au printemps, qui était cardiologue haïtien, et qui nous arrivait souvent à la maison en disant « Pierre, j'ai un plan de nègre pour faire telle chose. » Pour Renaud qui utilisait ce terme-là lui-même, là, c'était pas un discrédit, ce terme-là, parce que c'était humoristique. Puis, donc, l'idée, c'est faire la différence entre une insulte. Je suis bien sûr désolé de l'esclavage, des pensionnats autochtones, toutes sortes de choses comme ça, les génocides qui ont eu lieu, là, sous des formes de racisme, là. Mais c'est du passé. Je vous raconte une histoire personnelle, là. Mon ancêtre Jean de Lalonde, qui est un colonisateur qui est arrivé au Québec, en Nouvelle-France, là. En 1687, il a été tué par les Iroquois. Bon, il cultivait sa terre à Baie d'Urfé. En arrivant au bout de sa terre, il y avait un groupe d'Iroquois qui l'ont pris, qui l'ont scalpé peut-être, en tout cas, il est mort. Comme quelques autres colons à ce moment-là. Est-ce que je vais me mettre à faire un procès contre les Iroquois actuels pour ce qui s'est passé il y a 2 siècles, 3 siècles? Donc, l'esclavage, c'est dommageable. C'est terrible. Mais que penser que les Noirs ne peuvent pas entendre le mot nègre parce que ça leur rappelle l'esclavage? Il y a un dérapage. L'argument de vos opposants dirait que vous, dans votre situation d'homme blanc, là, vous ne pouvez pas faire référence à votre ancêtre qui a été assassiné par des Iroquois parce que vous êtes en position de supériorité. Que ce serait vraiment ça le concept de fragilité blanche. Là, vous pensez, donc vous vous sentez accusé. Puis votre réaction finalement témoigne de votre racisme. Vous avez entendu ces théories-là? Oui, j'ai entendu ça. Donc c'est vrai que dans le mouvement EDI, Équité, Diversité, Inclusion, il y a une sorte d'intensité qui vise à rendre les autres coupables. Le fait que j'avais pas pu m'exprimer au congrès des psychiatres en me disant que je comprenais rien à ça. Bon, c'est une sorte de culpabilisation, oui, assurément. Mais la question d'être conscient de ça, ça vient, je pense, je commence autrement. C'est que lors d'une discussion avec un collègue psychiatre là, qui manifestement était pas de même opinion que moi, là, me pose la question, Docteur Lalonde, vous, est-ce que vous voyez l'inconscient? Bon, c'est utiliser une sorte de dérive des théories psychanalytiques qui est une élaboration, bon, le mot qui vient, c'est farfelu, là, j'exagère, là, mais excessive et imposée, auquel beaucoup de gens croient. Je vous prends l'exemple de l'Édipe. Selon Freud, tous les jeunes garçons
sont amoureux de leur mère et veulent tuer leur père. Donc, Freud a découvert ça dans sa psychanalyse. Donc là, il y a deux possibilités. Ou bien le jeune homme ou l'homme adulte se dit « Ah ben oui, j'ai été amoureux de ma mère, puis c'est vrai, puis je voulais tuer mon père parce que tellement j'étais amoureux. » Ou bien il dit « Non, j'ai jamais senti ça. » Alors le psychanalyste va dire « Ben c'est parce que c'est dans votre inconscient que vous ne le reconnaissez pas. » Donc le psychanalyste a toujours raison. Je vous ai cité, vous pourrez les ajouter sur le site, une série de références. Là. Mm-hmm. Il y a un livre qui m'avait beaucoup impressionné, qui s'appelle « Les désillusions de la psychanalyse » par Jacques Van Rieler, qui relève toutes ces incohérences de la psychanalyse. Donc, ça, c'est un point. L'autre point que je voulais mentionner sur l'aspect inconscient, là, c'est que il y a des gens qui nous abordent en disant « Je vais vous dire la vérité, là. La vérité, c'est parce que c'est comme ça que je la ressens. Si vous la ressentez pas de cette façon-là, vous êtes dans l'erreur. » Donc, c'est pas parce que c'est pas parce que j'ai jamais souffert de schizophrénie que je suis pas capable de comprendre la souffrance d'un schizophrène. C'est pas parce que je suis pas une femme que je suis pas capable de défendre les droits des femmes. Donc, le fait d'être blanc, ça m'empêche pas de voir qu'il y a eu des choses abominables qui sont arrivées auprès des Noirs. Que je les ressente pas de la même façon, je sais pas. Mais je pense que la capacité humaine, c'est quand même, on est capable de ressentir ça. Vous avez fait allusion tout à l'heure à certains préjugés. En psychiatrie, là, vous avez parlé des troubles de personnalité là, qui parfois, dans les hôpitaux, on a ce qu'on appelle les sommaires d'admission. Hein. Donc, lorsqu'on prépare une admission, souvent on a le diagnostic d'admission, puis on a les autres diagnostics. Avant d'aller voir un malade, souvent on va consulter les notes d'admission, puis on se forme tout de suite quelques préjugés. Alors vous, en psychiatrie, ça peut être en chirurgie, les troubles de personnalité aussi nous allument. Je vous dirais qu'en chirurgie, on a tendance à avoir un préjugé contre les toxicomanes qui sont sur des programmes de méthadone, parce qu'on sait que ce sont des patients excessivement difficiles à soulager en post-opératoire. On craint toujours qu'ils soient un peu manipulateurs pour les narcotiques. Les patients souffrant d'obésité aussi peuvent être, pour les chirurgiens, là, une clientèle qui est un peu discriminée à première vue. Donc, est-ce que pour vous, le racisme ou la discrimination face aux personnes de couleur, c'est le même processus finalement que la discrimination à l'endroit de cette clientèle-là? On pourrait peut-être mettre aussi là-dedans les gens qui sont sur l'assistance sociale ou les homosexuels ou autres. Là. Est-ce que pour vous, c'est un peu des manifestations différentes d'un même concept? Ou? Ben, c'est gênant d'appliquer le mot racisme à tous ces gens-là. Mm-hmm. Je pense pas que si on parle de... La race, ça réfère quand même à un concept qui est la race. Bon. C'est un concept qui est contesté actuellement. Moi, j'ai une petite fille qui s'appelle Anaïs, qui a 18 ans, qui est allée au cégep à Brébeuf, où il y avait des professeurs qui lui disaient que le concept de race est une erreur scientifique. Bon, ça nous fait des conversations intéressantes le dimanche lors de nos soupers en famille, parce que je suis pas de ce même avis-là. Là. Mais la race, c'est quelque chose qui existe chez les animaux. Par exemple, il y a les propriétaires de chiens ou de chats sont très fiers de la race de leur chien ou de leur chat. Bon, le fait que les chiens soient de la même race, qu'il y a des races différentes parmi les chiens, ça n'implique pas qu'il peut y avoir des contacts sexuels, je sais pas, on appelle ça des coïts là, chez les animaux pour faire d'autres sortes de chiens. Donc, le fait que les humains font partie d'une longue lignée évolutionniste, on origine des poissons, puis des oiseaux, puis des dinosaures, puis des singes, etc. Là. Comment peut-on prétendre que les humains n'ont pas de race? En fait, donc, c'est cette conception sociologique-là qui existe, qui est enseignée à Brébeuf, qui fait que c'est diffusé un peu partout. Mais si on dit qu'il n'y a pas de race, comment peut-on parler de racisme? Comment peut-on parler de racisé? On
pourrait y revenir un petit peu tout à l'heure. Là. Donc, si on est raciste, ça veut dire qu'il y a des races. Ça, c'est mais il y a aussi une citation que je vous mentionne là, dans mes références, c'est Jean-Jacques Hublin, qui est un paléoanthropologue qui étudie l'ADN puis les crânes, qui, lui, a bien différencié que chez nos ancêtres qui viennent d'Afrique, il y a 100 000 ans, qui sont sortis d'Afrique, qui sont répandus dans le monde, il y a 4 races humaines, qui se caractérisent par une morphologie, une biologie, une physiologie différente. C'est pas un discrédit de dire que quelqu'un fait partie d'une race. Donc, c'est pas inconscient de dire que si je connais pas ça. Oui, je reconnais qu'il y a des races, mais ça veut pas dire que je les discrédite. Accuser quelqu'un d'être raciste, ça veut dire que on discrédite les autres parce qu'ils font partie d'une différence. Mais il y a bien d'autres différences aussi, vous en avez parlé. L'argument des gens qui sont contre le concept de race, c'est de dire que au-delà de 99,9% de notre ADN est similaire. Oui. Puis l'argument de ces gens-là, c'est également que c'est le racisme qui crée les races, donc, et non l'inverse. Puis l'autre argument auquel je me rallie un peu, c'est qu'avec nos cultures actuelles, en ayant des races, si on accepte le concept, je sais pas mon propre... Je suis un peu incertain à ce niveau-là, mais je comprends votre principe, mais c'est de dire qu'il y a des gens qui tombent dans les craques du plancher. Parce que, par exemple, une personne, l'enfant d'une personne dont le père serait noir, la mère blanche, lui, si on accepte le concept de race, peut-être cet enfant-là ne pourra pas s'identifier. Et les métis, il y a énormément de métissage depuis les débuts. Puis encore maintenant, même ça fait 100 000 ans qu'on est sortis d'Afrique, les humains, c'est possible d'avoir des relations entre quelqu'un de race asiatique puis un noir, puis ils vont faire des enfants. Les chiens qui sont de races différentes, ça dépend de la grosseur évidemment, mais peuvent aussi avoir des coïts puis produire des chiens. Donc, ils ont le même ADN. Toutes les races de chiens ont, je pourrais vraiment étudier ça, mais toutes les races de chiens ont probablement un ADN très similaire. N'empêche qu'il y a des bulldogs, puis il y a des danois, puis il y a des caniches. Tout à fait. Je reviens au terme racisé. Ça aussi, j'aime pas ce terme-là parce que dans l'histoire que moi j'ai connue dans les années 70, on parlait des psychiatrisés. Alors, les psychiatrisés dans les années 70, parce que c'était l'époque de l'antipsychiatrie. Et ce qu'on disait, c'est que les gens qui étaient hospitalisés en psychiatrie étaient psychiatrisés par les psychiatres. C'est vrai. Donc, j'étais pas malade, c'était de la faute des psychiatres si j'étais psychiatrisé. Donc, maintenant, c'est un peu la même approche quand on terme racisé. C'est une sorte d'accusation envers les Blancs, habituellement, là, qui sont en train de raciser des gens qui sont de la même race qu'eux. Donc, un Noir puis un Blanc, mon ami Renaud, qui est décédé, là, le cardiologue, il était noir, il se disait nègre, puis il y avait des différences morphologiques comparées à moi. Puis je l'aimais bien, Renaud. Donc, le terme racisé, c'est encore là un terme qui discrédite, qui est accusateur envers ceux qui racisent. On prend une courte pause et on revient avec Dr. Pierre Lalonde, qui est psychiatre. Le podcast La santé au-delà des mots est une présentation du groupe conseil Beauchamp, Beaulieu, Dessureau, Toupin de la financière Banque nationale Gestion de patrimoine. Comme nous croyons que la santé financière fait partie de la santé globale, nous sommes heureux de nous joindre au Dr Jean-Pierre Gagné pour vous souhaiter une bonne saison de La santé au-delà des mots. Tu veux lancer ton propre podcast mais tu ne sais pas comment t'y prendre? Pas de problème. Mouton Marketing peut t'accompagner de la conception au lancement. Envoie ton idée de podcast à bonjour@gomouton.com, bonjour@gomouton.com. L'univers du podcast t'attend. Visitez le site web du balado à
www.baladosanté.ca au BALADO-SANTE.ca. Visitez également notre page Facebook, envoyez-moi des commentaires, des suggestions d'invités et abonnez-vous au balado sur la plateforme de votre choix. Docteur Lalonde, vous dites au Québec qu'il y a plutôt une compassion systémique plutôt qu'un racisme systémique. Vous avez d'ailleurs écrit un texte à cet effet dans la revue Argument. Je mettrai le lien sur vos notes de balado. Qu'entendez-vous par compassion systémique? Quand je parle de systémique, il y a des gens qui m'ont dit Lalonde, il ne faut pas confondre systémique et systématique. Je pense que je suis capable de faire la différence. Systématique, ça veut dire que c'est automatique, c'est inéluctable, c'est de routine. Donc, si c'est systématique, ça veut dire que chaque fois qu'il y a quelqu'un qui se présente à l'urgence, on lui demande d'abord s'il est blanc ou noir. Donc, ça c'est une routine. On fait jamais ça, donc c'est pas la même chose. Systémique, ça veut dire structurel, organisationnel, généralisé. Donc, pour que ça soit systémique, il faudrait qu'il y ait une organisation planifiée d'un système qui fait qu'une entreprise ou un gouvernement, on va planifier un système de malveillance. Ça se peut pas. Le gouvernement planifie plutôt un système de bienveillance, de compassion. Moi, c'est ce que j'ai enseigné depuis toujours. Pour mes étudiants, ce qui est le plus important, c'est la relation. Donc, peu importe les traitements que vous faites, pour la psychothérapie, en tout cas, ce qui est bien démontré là, c'est que les différentes techniques de psychothérapie font pas autant de différence, ça compte à peu près pas 30%, comparé à la qualité de la relation. Donc, ce qui fait que toutes les thérapies fonctionnent bien ou mal, c'est la qualité de la relation. Donc, la relation, c'est absolument indispensable. Donc, notre relation avec les patients, moi, j'ai enseigné ça. J'espère qu'il en reste quelque chose de cet enseignement-là. C'est un enseignement de bienveillance, d'accueil, de réceptivité, de respect. Donc, je ne peux pas imaginer que, et c'est pas juste moi qui enseigne ça, tous les médecins enseignent ça. Donc, est-ce que dans notre système, nos étudiants n'ont rien retenu de ça, puis qu'ils font maintenant du racisme systémique plutôt que de la bienveillance? Moi, je pense que ça reste la bienveillance en majorité. Fait que là, on me dit, écoute, t'as pas de preuves. Tandis que nous, on a des preuves de racisme systémique. Oui, c'est vrai qu'il y a des gens racistes. De là passer au racisme systémique, il y a une marge. Mais pour faire une étude scientifique sur plus de bienveillance que de racisme systémique, il faudra interviewer des milliers de personnes. Je ne sais pas comment est-ce qu'on pourrait leur poser la question. Donc, c'est pas possible de faire une démonstration. Mais je vous demande, vous les médecins qui écoutez ça, là, quand vous êtes dans vos urgences, comparez, quand vous regardez les études des gens, trouvez-vous qu'il y a plus de bienveillance, de compassion ou de discrédit et de racisme? C'est l'expérience de l'urgence ou de l'hospitalisation, je pense que c'est là qu'est la preuve. En fait, ce qu'il faut comprendre aussi, c'est que les gens se sentent parfois agressés par des attitudes. Bon, ça, je peux comprendre ça, là. Mais la tolérance à l'agression, à la violence, ça varie beaucoup d'une personne à l'autre. Je vais vous citer un exemple. Moi, je connais à l'hôpital une femme, psychiatre, qui est agressée par un patient. Heureusement qu'il y a quelqu'un qui est intervenu, là, parce que ça se passait dans son bureau. Le patient était en train de lui mettre la main sur la gorge, puis il avait de la misère à respirer. Okay. Une agression sérieuse, là. Le lendemain, elle est revenue au travail. Puis j'y ai parlé, puis c'est vrai que je me suis senti un peu mal, mais ça va. Tandis que d'autres, si on a un regard malveillant, ils perçoivent ça comme une micro-agression. Donc, c'est vrai que la sensibilité des gens peut varier
beaucoup, là. Mais est-ce qu'il faut se sentir vexé quand... Ben, je pense que moi, je fais bien attention pour ne pas vexer les gens, assurément. Là. Puis si je me perçois que dans l'attitude, les mots que j'ai utilisés sont malgré moi un peu vexants, ben je vais les corriger. Mm-hmm. Mais c'est pas jusqu'à se faire interdire d'utiliser des mots pour définir des situations. Mm-hmm. Ce que je suis... En fait, ce qui me fâche beaucoup, là, vous en avez dit un mot tout à l'heure, là, c'est la purification de la littérature qui se fait actuellement. Là. Comme pour le théâtre, bannir une pièce de théâtre parce que ça pourrait être de l'appropriation culturelle. En fait, vous et moi, là, puis tous les éditeurs, quand on lit un livre, est-ce qu'on veut que ça soit pur puis qu'il n'y ait rien de remarque qui fasse pas réagir? Au contraire, je pense que la littérature, c'est fait pour explorer nos zones d'ombre. C'est fait pour nous heurter dans nos certitudes. Et c'est là que ça devient intéressant. C'est pas quand c'est banalisé et politiquement correct que un livre est intéressant. On parlait aussi tantôt de la singularisation de certains groupes là, qui existent dans nos villes. Là. Il y a eu, puis c'était des termes acceptés, là, il y a eu la mafia italienne, il y a eu la mafia chinoise, il y a eu la mafia américaine, il y a eu la mafia des Dubois ici à Montréal. Ça s'utilisait, ces termes-là, pour identifier un groupe de gens. Maintenant, est-ce qu'on ose parler de la mafia noire qui existe dans certains quartiers? C'est comme si, à ce moment-là, ça devenait interdit de qualifier ce genre de groupe-là. Ça ne veut pas dire que tous les Noirs sont mafieux, évidemment, mais qu'il y ait des groupes gouvernés, gérés par des Noirs, qui font partie de la mafia, ça existe. L'autre argument aussi que ça vaut la peine de mentionner, c'est que il y aurait une sorte de refus de certaines catégories de personnes. Bon. Moi, le chum de ma fille est propriétaire de plusieurs immeubles dans un quartier plutôt défavorisé à Montréal, dans Hochelaga. Bon. Quand il y a des gens qui veulent louer un appartement, est-ce que ce qui lui importe, puis je lui ai demandé, est-ce que le fait qu'il soit noir ou qu'il s'appelle Mohamed ou Tremblay qui est important ou qu'il soit capable de payer le loyer? Donc, pour un locataire, s'il s'aperçoit qu'il y a un noir qui n'a pas d'argent et qui n'a pas de compte de banque qui le refuse, c'est pas parce qu'il est noir, c'est parce qu'il a de la misère à payer. Donc, cet amalgame qui se fait souvent avec la race et qui exclut d'autres dimensions, je pense que c'est là qu'il y a une grosse erreur. Quand on parle de racisme systémique, là, c'est d'englober beaucoup trop large et de ne pas comprendre qu'il y a des différences. L'argument de vos opposants serait qu'en fait, le racisme systémique est peut-être à certains égards inconscient, et deux, il vient du fait que toutes les positions d'autorité sont essentiellement occupées par des personnes de race blanche, donc que ce racisme systémique-là percole finalement là, du haut vers le bas sans que ce soit nécessairement conscient. Là. C'est donc... vous disiez banaliser tout à l'heure, mais je dirais presque baliser là, à certains égards. Là. Il y a eu plusieurs combats. Il n'y a rien qui est obtenu gratuitement là. Je parle ici en Amérique. Là. Le droit de vote des femmes, c'est pas de début. Enfin, c'est survenu à une date, là, je me souviens pas quand, mais c'est survenu il y a une 50aine d'années. Mm-hmm. Parce qu'il y a des femmes qui se sont battues pour obtenir le droit de vote. Parfait. Actuellement, il y a toutes sortes de mouvements LBGTQ, puis de différents sexuels et de gens de races différentes aussi qui se battent pour dire qu'il faut avoir plus de place. Regardez les publicités maintenant à la télévision. C'est très habituel qu'il y a des gens de race noire, asiatique, etc. Il n'y a plus seulement des blancs. Donc, le fait qu'on revendique une place, c'est parfait. Mais le fait de dire que je veux enlever de la place à quelqu'un d'autre, c'est là qu'il y a une nuance. J'aurais un autre exemple que je viens d'oublier, mais en fait, tout ce que je veux dire, c'est que militer
pour une cause, pour faire avancer sa cause, sa visibilité, puis prendre la place. Ah oui, c'est ça que je voulais dire. Quand j'étais jeune, il y avait le président du CN qui avait aucun francophone sur son conseil d'administration. Puis c'est arrivé aussi récemment. Là, Exactement, tout à fait. Alors à ce moment-là, il y a eu des manifestations dans la rue, puis le président du CN disait c'est qu'il n'y a pas assez de Québécois intelligents pour faire partie. Moi, on en a trouvé, puis il y en a maintenant. Moi, à l'Université de Montréal, ça a toujours été, quand j'étais étudiant, des religieux, des prêtres qui étaient recteurs. À un moment donné, il y a eu une manifestation d'étudiants en disant on va essayer un recteur laïque pour une première fois. Si c'est pas compétent, bon, on reviendra aux religieux. Mais depuis ce temps-là, c'est des laïcs. Donc, il y a des combats pour faire la promotion de toutes sortes de causes. C'est correct, mais c'est pas gagné. Faut avancer tranquillement. Donc, c'est sûr que dans beaucoup d'organisations, il y a des hommes blancs. Mais démontrez votre compétence, puis vous allez aussi pouvoir les remplacer. En 2022, aujourd'hui, donc avec ce que vous avez vécu là, au début de l'été avec le congrès des psychiatres, là, le fait de n'avoir pu prendre la parole, peut-être comme vous le faites aujourd'hui, là, comment vous voyez l'avenir, là, vous qui êtes quand même un homme et un médecin d'expérience, là? Moi, je suis inquiet actuellement, mais je pense que ça peut être temporaire, sur ce radicalisme militant qui enlève la parole à bien des gens. C'est difficile de s'exprimer, il faut surveiller nos mots. Regardez la campagne électorale actuellement là, pour la question de la francisation qui est promue par le gouvernement Legault, par la CAQ. Là. Bon, les adversaires, ils appellent ça un discours divisif. Quand on veut favoriser l'intégration des immigrants. Mais c'est pas divisif, c'est intégratif. Donc, c'est sûr que les oppositions vont chercher à discréditer. Donc, ce que j'espère, là, c'est qu'on va pouvoir avoir un discours qui est rassembleur, qui réunit les gens, qui les font adhérer à une façon de voir, d'avancer, qui fait que tous les Québécois vont pouvoir se dire « nous ». Moi, je suis très contre l'idée du multiculturalisme, où chacun s'en va dans son ghetto puis reste dans sa culture. Je pense que pour l'immigration au Québec, si les gens peuvent s'intégrer à la culture québécoise parce qu'ils ont choisi de venir au Québec, ça ne veut pas dire qu'on nie leur culture à eux, mais qu'ils adoptent une culture. Actuellement, un des problèmes, c'est que les immigrants s'anglicisent parce que c'est peut-être difficile de prendre le français. Par le chemin Roxham, par exemple, je pense qu'il y a beaucoup d'Hispaniques qui arrivent là. Bon. C'est peut-être plus des réfugiés économiques, mais sur les réfugiés économiques, sur les immigrants économiques, le Québec a autorité. Donc, on pourrait accueillir plus d'immigrants hispaniques qui sont proches du français, qu'on pourrait franciser plus facilement. Le problème, c'est que c'est le Canada qui donne les autorisations pour devenir citoyen. Donc, je diverge un petit peu, là, mais en bref, là, moi, je suis nationaliste depuis toujours. Là. Mm-hmm. Si on pouvait accéder à l'indépendance du Québec pour avoir une sorte d'homogénéité, pas d'homogénéité, mais de consensualité parmi les Québécois, de toute race, de toute origine, qu'on soit fier de notre culture. C'est peut-être un avenir difficile à envisager, mais c'est ce que je souhaite. Mais je pense qu'on l'a à certains égards, là, donc, mais disons que c'est peut-être plus le volet du nationalisme actuellement que du séparatisme, je vous dirais, que le haut du pavé. Absolument, le discours dans le moment indépendantiste que j'avais quand j'étais plus jeune, il faut le renouveler. Quand j'étais plus jeune, il y avait plein d'artistes qui valorisaient la souveraineté du Québec. Maintenant, les artistes sont pas mal muets sur ce sujet-là. Mm-hmm. Donc, c'est sûr qu'il va falloir avoir un discours renouvelé qui attire les jeunes qui sont pas intéressés par ce sujet-là. À votre avis, peut-être, on approche de la fin de l'entrevue, mais ce mouvement s'est identifié à la gauche radicale un peu, là, tout ce dont on parle là, depuis la dernière heure. Ça vient d'où, selon vous, ça, là, cette espèce de
ce débat là, de fond. Là. Puis il y a certaines universités où c'est plus marquant que d'autres, là, notamment des professeurs qui sortent publiquement pour dire, écoutez, à l'interne, j'ai été ostracisé parce que j'ai émis des commentaires sur certains critères d'embauche ou critères de sélection. À Québec, il y avait une chaire de recherche il y a quelques mois où on excluait spécifiquement les hommes de race blanche là, d'être candidats. Donc, mais dans votre esprit, d'où est-ce que ça vient? Ça vient que il y a des groupes sociaux qui revendiquent la place, ce avec quoi je suis d'accord, mais revendiquer une place ou revendiquer un droit de parole en refusant un droit de parole à d'autres, c'est là que je suis moins d'accord. Donc, que tout le monde puisse coexister puis prendre sa place puis les responsabilités qu'ils sont capables de prendre, ça va. Mais quand il y a un mouvement d'opposition qui cherche à culpabiliser ou à exclure d'autres, quand on parle diversité-inclusion, là, moi, je pense que j'ai été exclu du débat, malgré que d'autres parlent d'inclusion. Donc, ça vient que faut peut-être que ces groupes-là s'identifient pas seulement entre eux, que c'est pas seulement eux qui ont droit de parole, que d'autres aussi peuvent coexister à côté d'eux. Ma crainte à certains égards, c'est peut-être parce que dans le fond, lorsqu'on s'exprime puis on parle à 100 personnes, il y en a qui sont déjà sensibles à cette cause-là, qui vont y réfléchir, porter un jugement éclairé, tenter d'avancer dans le débat là, de façon un peu civilisée. Mais ma crainte, c'est de radicaliser encore plus certains groupes là, on parle de suprématie blanche, mais en accusant les Blancs d'être suprémacistes blancs, selon moi, ça va radicaliser les suprémacistes blancs encore plus. Mais je ne suis pas un spécialiste. Mais je me dis, si la personne est déjà, entre guillemets, du mauvais côté de la clôture, puis qu'on continue à, je sais pas, de dire, j'ai toujours l'argument de dire à un raciste, c'est pas correct d'être raciste, c'est une chose, mais il faudrait d'abord comprendre pourquoi il l'est. Sinon, il me semble qu'on avance. Il me semble qu'on prend le débat à l'envers. C'est la même chose avec les anti-vaccins. Moi, je regrette, là, je me suis brouillé avec certains de mes bons amis qui sont anti-vaccins, puis j'essayais de leur démontrer de façon scientifique qu'ils ont tort. Alors, vouloir prouver à l'autre qu'il a tort, c'est pas vraiment une bonne méthode. Il existe en psychiatrie ce qu'on appelle la thérapie cognitive, là, qui consiste à examiner les preuves qu'on a d'un côté ou les preuves qu'on a de l'autre côté pour être capable de les remettre en question. Donc, apprendre à se questionner face à l'autre, oui, ça m'apparaît important d'être capable de faire ça, parce que si les confrontations trop radicales, là, ça nous crée des ennemis, c'est dommage. Tout à fait. Docteur Lalonde, j'aime souvent conclure mes entrevues avec ce qu'on appelle une section baguette magique. Alors, malgré le sérieux de nos propos, je trouve que parfois ça me permet de connaître mon invité sous un autre regard. Donc, j'ai introduit ça dès le début du concept, il y a plus d'1 an. Donc, moi, je vous envoie une baguette magique, puis je vous laisse changer une chose dans le système de santé en septembre 2022. Ce serait quoi? Quand je vois tous les ministres de la Santé qui se sont cassés les dents à essayer de modifier le système, j'ai pas envie de faire une proposition dans ce sens-là. En fait, c'est une utopie que je voudrais vous proposer, là. C'est une mutation génétique. Une mutation génétique qui ferait que la bienveillance, qu'il y ait un gène de bienveillance qui prenne plus de place. Ça existe déjà, la bienveillance, quand même, là, tu sais. Moi, j'ai dit dans les hôpitaux, c'est ce que je pense qui existe beaucoup. Il y a du bénévolat, il y a toutes sortes d'actions qui se font. Les parents qui payent des études à leurs enfants. Bon, anecdote personnelle. Quand j'étais au cours classique, ça coûtait 500 $ pour un semestre. Pensionnaire au Collège Bourgette. Pensionné et cours. Puis quand tu as augmenté de 500 à 550, c'était beaucoup d'argent. Mais mon père, bienfaisant, il a dit, Pierre, on va te payer des études. Donc, que les gens pensent au plaisir des autres et qu'il y ait un gène qui développe cet aspect-là. Parce que ça existe aussi chez les animaux, c'est intéressant à savoir, hein?
qu'il y a des animaux qui sont altruistes envers les autres. L'exemple qui m'avait impressionné, c'est la poulpe ou la pieuvre, la mère pieuvre, là, qui pendant 1 an qu'elle couvre ses petits, ne mange pas et meurt à la fin quand ses petits naissent. Elle s'est dévouée pour eux, mais ils n'ont plus de mère quand ils naissent. Donc, la bienveillance, l'altruisme, ça existe depuis toujours. Il y a un gène pour ça, assurément. Si ce gène-là pouvait être plus développé, ça serait bon. C'est un excellent choix. Si je reprenais la baguette magique et je vous laisserais rencontrer une personne dans le monde, là, vivante ou décédée, pour prendre un café ou un verre de vin ou autre. J'ai pensé à ça. Moi, quand j'étais en belles lettres au Collège Bourget, à Ligo, il y avait un professeur qui s'appelle Jean Chaussé, qui est décédé, qui, j'aimerais donc ça pouvoir aller prendre un café ou un drink avec lui, là. C'était un humaniste, un passionné de l'art, mais aussi un professeur très critique, qui faisait pas souvent des félicitations, qui même discréditait les élèves. Aujourd'hui, je suis sûr qu'il y aurait des parents qui viendraient protester contre ça, là. Mais tous les gars, on était juste des gars dans ma classe, ont apprécié ce professeur-là parce que ça nous a stimulés. Donc, le fait d'être discrédité, ça ne veut pas dire qu'on s'abaisse, ça peut être un stimulant également. Donc, il y a ça. Il y a aussi un autre groupe de gens que j'aimerais bien rencontrer. Si eux acceptaient de parler français ou moi grec, c'est les philosophes grecs. Socrate, Platon. Comment est-ce qu'on faisait 400 ans avant le Christ pour avoir ces méthodes de discussion ouvertes, confrontantes, où on avait des points de vue différents, puis qu'on a écrit des livres ou des réflexions aussi profondes que ça. Là. J'aimerais bien me retrouver à ce siècle-là, discuter avec Socrate. C'est très intéressant parce que la société grecque de l'époque, on dit que c'est la première démocratie, mais ce n'était pas complètement démocratique, n'est-ce pas? Là? Ce n'est pas tout le monde qui avait accès au droit de vote. La ville d'Athènes était bourrée d'esclaves. Oui. Puis les femmes n'avaient pas le droit de vote non plus. Puis avec le recul, on juge quand même que pour l'époque, c'était une grande civilisation. Ça revient à ce que vous disiez un petit peu au début de l'entrevue, donc là, de porter un regard sur ce qui s'est passé il y a 300 ans, puis de le juger peut-être avec nos lunettes d'aujourd'hui. C'est un piège peut-être à éviter. Là, donc, Mais Socrate, vous savez, a été condamné à mort parce qu'il est en train de pervertir les jeunes avec ses doctrines, pas ses doctrines, mais ses façons de réfléchir. Socrate a pris la ciguë, puis s'est empoisonné, là. Mais en fait, les gens qui le contredisaient, finalement, ont été mal jugés par le reste de la société et ont été exclus. Donc, il n'y a pas de ciguë maintenant. Maintenant, c'est les médias sociaux qui cherchent à... Qui condamnent les gens. Auriez-vous un dernier conseil ou une dernière pensée, peut-être, avant de nous quitter? J'y ai pensé, puis encore là, c'est un philosophe grec, Aristote. Je le lis lentement, là. Seul un esprit éduqué peut comprendre une pensée différente de la sienne sans avoir à l'accepter. Je répète, là, seul un esprit éduqué peut comprendre une pensée différente. On n'est pas obligé de penser la même chose. Puis je peux respecter l'opinion des autres, mais je suis pas obligé de l'accepter. C'est une belle façon de conclure. Donc, Dr. Lalonde, je vous remercie énormément pour votre générosité. Je vous souhaite une bonne semaine, une bonne santé. Puis... C'est un plaisir de discuter librement comme ça, avec une liberté d'expression et d'accueil, puis de se faire poser des questions embêtantes. J'aime bien ça. Puis certainement, peut-être au plaisir d'un prochain entretien. Donc, merci. Au revoir. Au revoir.